Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 21 novembre 2021. Démarré depuis le 31 octobre 2021, le sommet de la COP26 a pris fin le 13 novembre dernier. Le Bénin a pris une part active aux réflexions sur les solutions pouvant contribuer à réduire les nuisances liées au changement climatique. Les collectivités locales du Bénin étaient également au rendez-vous. Koulikame a marqué sa présence. Son maire nous dira ce que la commune y a gagné à travers sa participation à ce sommet. Nous parlerons ensuite de la révolution technologique pour faciliter désormais la pratique de l'agriculture au Bénin. Vous comprendrez comment faire de l'agriculture sous serre avec une parfaite maîtrise de l'eau. Rufin Lissano nous dira tout sur les enjeux économiques de cette révolution technologique dans le secteur agricole. Il est ingénieur hydraulique agricole. De l'histoire et de la découverte dans le magazine du grand format de ce dimanche, le du combat d'Achoupa, c'est l'un des faits majeurs, donc des faits guerriers du roi Béhanzin contre les troupes françaises qui avaient signé un traité de protectorat au profit du royaume de Porto Novo. Les lieux sur lesquels s'est déroulé le combat étaient devenus un site historique dont se réfèrent les enseignants de l'histoire à l'école. Aujourd'hui, que représente encore ce site pour la nation et quel visage présente-t-il? Élément de réponse à suivre avec Emma Rodonou qui nous fera après un complément d'information. Notre artiste de la semaine a pour nom Koudi Fagbemi, la chanteuse béninoise au style musical particulier, lance son nouveau single le mercredi 24 novembre prochain. Nous en parlerons ici sans oublier son parcours musical fait de difficultés mais aussi de grands succès sur les scènes internationales et nationales. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, le grand format, et bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, suite de la tournée statutaire du préfet du département du Koufo jeudi dernier, la commune de Koulikame était la troisième étape de ce périple. Sur place, le préfet a échangé avec le conseil communal et la population. On en parle dans un instant. On parlera également de la remise d'arrêtés d'agrément de filière à une trentaine d'établissements privés d'enseignement supérieur. Certains ont reçu l'autorisation de création et d'ouverture de leur établissement, cérémonie présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Images et reportages à suivre. À suivre également le plaidoyer des enfants et des jeunes du département de l'Atakora. Le contenu de ce plaidoyer, donc sur leurs droits, a été présenté vendredi à l'autorité préfectorale. On ouvre ce grand format avec le journal. La commune de Koulikame a été ce jeudi la troisième étape de la tournée statutaire qu'effectue le préfet du département du Koufo. Une tournée destinée à le conduire dans les 6 communes relevant de sa juridiction administrative. Une occasion pour lui d'aller au contact des populations et jouer son rôle d'assistance conseil après les conseils communaux. On fait le point avec Geoffroy Messan. Tirés à 4 épingles et avec leur écharpe nouée, le maire et les conseillers communaux de Koulikame, toutes tendances confondues, accueillent en tête de file le préfet du département du Koufo. À leur suite, les autres corps constitués de cette commune d'environ 130 000 habitants. Christophe Bengbedji est en tournée légale annuelle des communes relevant de sa juridiction administrative. Koulikame qui l'accueille avec ce temps ensoleillé du jeudi 18 novembre 2021 est la troisième étape de cette tournée. Je voudrais, à travers la personne de Monsieur le préfet du Koufo, adresser les sincères remerciements des populations de Koulikame à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, et à tous les membres de son gouvernement pour les multiples et courageuses réformes engagées et les grands chantiers de développement ouverts. Nous adressons nos profondes gratitudes au gouvernement pour avoir retenu la commune de Koulikame pour bénéficier d'un stade omnisport. Avant Koulikame, le préfet du Koufo était dans les communes de Toviklen de Dogbo. Ici également, il a eu droit à des remerciements pour son travail d'accompagnement des maires, mais aussi des doléances. Depuis la signature de la convention avec l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, entrée en vigueur en janvier 2021, il nous a été formellement interdit, et même lors de la dernière conférence budgétaire, d'investir les ressources du FADEC dans ce secteur. L'eau étant vitale et compte tenu de l'état
de vétusté avancée de nos addictions d'eau villageoises, je voudrais solliciter votre leadership pour plaider en vue de la réalisation d'une AEV à l'ANTA, l'acquisition des groupes électrogènes et de pompes pour les AEV de Zuzukame, d'Akwegbadia, de Lansouderoué, de Yododui, d'Adjahome et d'Aglali. En promettant faire diligence pour transmettre à qui de droit les différentes doléances, le préfet est revenu sur la nécessité pour les communes de revoir leurs copies en matière de mobilisation des ressources propres. Je serai sur le terrain et je vais vous aider à mobiliser les ressources endogènes. Quand les parents demandent qu'on aménage les pistes, qu'on construise les modules de classe, qu'on vienne poser les lampadaires, et quand ils demandent que les ordures puissent être enlevées régulièrement, que l'on lutte contre les différentes sortes de pollution, mais il est souvent difficile de comprendre d'où on doit puiser l'argent. C'est à travers les recettes, à travers les taxes. La réforme de l'administration territoriale, la sécurité et le maintien de l'ordre public étaient également au menu des discussions. Le préfet en a profité pour revenir sur certains arrêtés d'interdiction qu'il a pris récemment. Nous avons pris des arrêtés pour interdire l'accès des mineurs aux lieux de tolérance. Nous avons aussi interdit l'exposition des cercueils aux abords des voies. D'une superficie de 394 km² environ, la commune de Koulekame est située au sud-ouest du Bénin. Elle compte 51 villages et 10 quartiers de ville répartis dans 9 arrondissements. On va rester avec vous, Geoffroy Messin, et le préfet du Koufo, qui a décidé de mettre fin aux activités autour du lac Togbadji dans la commune de Dogbo jusqu'à nouvel ordre. Objectif, éviter pour l'heure la consommation et la commercialisation des poissons et autres produits issus de ce lac. Je vous invite maintenant à suivre les précisions que nous apporte ici le préfet Christophe Megbedji. Bon, au niveau du lac Togbadji, encore appelé Togba, dans la localité, on a constaté la mort de beaucoup de poissons après une pluie. C'est vrai que la boue est entrée dans le lac, c'était une pluie torrentielle, beaucoup de poissons sont morts et nous avons constaté que dans leur bronchite il y a du sable. Est-ce que c'est à cause du sable? Est-ce que c'est autre chose? Nous ne savons pas. Des prélèvements ont été faits pour des analyses adéquates. Nous demandons aux parents de s'abstenir de consommer donc, ces poissons-là. En attendant que vraiment les examens nous amènent à des résultats vraiment bien connus. Donc les parents doivent s'abstenir de consommer les poissons provenant donc de ce lac-là. Voilà. La vie dépasse tout, hein. C'est pour prévenir tout. Il n'y a pas d'autres maladies après et des pertes en vies humaines. Je sais que nos parents vont nous écouter et agir tel que nous le disons maintenant. Donc, ne pas commercialiser ces poissons-là, ne pas les consommer. Je l'ai annoncé en titre, une trentaine d'établissements privés d'enseignement supérieur ont reçu vendredi dernier leurs arrêtés d'agrément de filière. C'était en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le compte-rendu est signé Teddy Goudalo et Henri Ganti. Plusieurs responsables d'écoles privées d'enseignement supérieur reçoivent ici des mains de leur ministre de tutelle leur arrêté d'agrément de filière. C'est l'aboutissement heureux d'un long processus qui vient donner une existence légale des filières de formation qu'offrent ces établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Cet arrêté que nous venons de recevoir est un signe d'encouragement et doit faire de nous de vaillants combattants pour la bonne qualité au service de l'enseignement supérieur. J'ai mon attestation, je suis heureux, je suis indirectement agréé. Donc j'ai la caution de l'État pour faire mes activités éducationnelles. Et c'est très important, les parents y tiennent beaucoup. C'est pour
une première fois que notre pays autorise un institut de recherche, rien que de recherche dans notre pays. Je voudrais dire merci, madame, merci beaucoup, merci au gouvernement. L'agrément est une distinction qu'on accorde à un EPS pour une filière donnée en termes de qualité ou d'assurance qualité au niveau de cette formation. Pour l'obtenir, le processus est long, souvent plein de stress et c'est périlleux. Les écoles privées d'enseignement supérieur récipiendaires représentent la deuxième vague à entrer en possession de ce précieux document. La cérémonie marque également la remise d'arrêtés de création et d'ouverture aux promoteurs de nouveaux établissements. Nous promettons de travailler davantage à la qualité de la formation pour toujours mériter la confiance placée en nous. Les EPS espèrent votre accompagnement ininterrompu pour les conduire vers les étapes les plus élevées. Les EPS sont convaincus de votre forte volonté de les faire avancer. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, la nouvelle page qui s'ouvre dès ce jour dans la vie et le fonctionnement de vos établissements respectifs est pleine de responsabilités et d'engagement. Vous avez eu le temps de comprendre combien le gouvernement du président Patrice Talon attache une importance capitale à la transparence dans ce que nous faisons, à la qualité dans la prestation que nous rendons et à notre professionnalisme dans les diplômés que nous sortons. Ces arrêtés d'agrément de filière, de création et d'ouverture d'universités confèrent aux différentes écoles privées d'enseignement supérieur un atout important pour une formation de qualité. Cependant, les promoteurs plaident l'accompagnement du ministre Éléonore Yahi Ladékan pour l'obtention de l'homologation. Pendant ce temps, l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'Okossa a abrité la première édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire, un concours organisé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi sur la ligne de départ de la phase finale. 9 idées d'innovation regroupées dans 3 domaines, à savoir l'agroalimentaire, l'électronique et les énergies renouvelables. Geoffroy Messon. Je vous remercie. Voici les membres du jury de la phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire, CIMU, première édition. Ils reçoivent ici les termes de référence de leur mission des mains de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussassé. Merci beaucoup et merci d'être là, de venir nous aider, de venir aider nos chers étudiants à éclore leur talent. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée du jeudi 18 novembre 2021 à la salle des fêtes de l'INSTI, l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'Okossa. Elle a servi de coup d'envoi aux différentes présentations. Je voudrais d'entrée de jeu remercier les responsables de l'UNSTIM qui ont proposé cette activité. Cela permet à nos jeunes étudiants de réveiller le génie qui sommeille en eux. En effet, cette activité nous permet de sortir de sous le boisseau ces jeunes étoiles pour illuminer le milieu universitaire. 9 idées d'innovation issues d'une présélection préalable ont été présentées à tour de rôle au jury et à l'assistance en solo ou en binôme. Elles ont été regroupées dans 3 domaines: l'agroalimentaire, l'électronique et les énergies renouvelables. 3 ont été disqualifiées parce qu'elles n'ont pas encore été concrétisées. Les auteurs des 6 innovations restantes obtiennent les notes, les moyennes et rangs suivants. Il ne s'agit pas d'idées de projet. C'est un concours sur l'innovation. Donc nous voulons voir de quoi nos étudiants sont capables. Et pour cette première édition,
J'avoue que je suis très émerveillée. Les 3 premiers par catégorie ont été primés. Les premiers ont reçu un ordinateur portatif, dernière génération, les deuxièmes des tablettes et les troisièmes des téléphones portables. J'espère que les éditions prochaines seront plus merveilleuses et que le domaine qu'embrasse chaque étudiant soit vraiment promoteur pour l'économie durable du pays. Je vais dire maintenant aux autres étudiants qui sont là, qui ont vu le pas de leur devancier. Dans les coulisses, Madame la directrice m'a déjà dit qu'elle va organiser encore plus de concours. Donc, il faut vous préparer pour ramasser tous les prix. Et à l'endroit des lauréats, félicitations à vous. Les innovations qui ont reçu les premiers prix dans chacune des catégories sont whisky à base de céréales locales, maltais dans la catégorie agroalimentaire, réalisation d'un robot intelligent de métrage et de reconnaissance d'objets, piloté par une application mobile dans la catégorie électronique, ainsi que parc de grande puissance à énergie flottante, système houlomotrice pivotante, production et utilisation de l'hydrogène vert et des piles combustibles dans la catégorie énergie renouvelable. Toujours dans l'actualité, on parle des travaux de réflexion sur l'institutionnalisation du modèle de diffusion des innovations des agriculteurs. L'objectif est d'explorer les opportunités et les conditions d'intégration du modèle TSG dans la stratégie nationale du Conseil agricole pour la période 2022-2027. L'atelier s'est déroulé à Dassazoumé en présence de plusieurs acteurs du monde agricole. Reportage. Explorer les opportunités et conditions d'intégration du modèle TSG dans la stratégie nationale du Conseil agricole pour la période 2022-2027, c'est l'objectif de ces travaux de réflexion sur l'institutionnalisation du modèle de diffusion des innovations agriculteurs relais. Prennent part à ces assises de Dassazoumé les représentants du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les représentants des universités, des organisations non gouvernementales, des équipes de chercheurs et une forte délégation du projet ProSol. D'ici 2023, l'ambition du projet ProSol est de réhabiliter les grandes superficies dégradées au Bénin. Cette rencontre d'échange permettra aussi d'explorer les opportunités et conditions d'intégration du modèle TSG dans la stratégie nationale du Conseil agricole pour la période 2022-2027. La grande question aussi est comment on peut pérenniser cette approche dans l'avenir. Le modèle de diffusion TMCC Abou Gorado est une approche de partage de connaissances et de compétences entre agriculteurs. Il a été développé pour accompagner la mise à échelle des activités du projet ProSol. Ce modèle s'appuie fondamentalement sur la valorisation des valeurs sociales, le sentiment de redevabilité, la solidarité et donc communautaire. Le chef service des innovations souhaite que les parties prenantes arrivent à intégrer le modèle TSG dans le document de stratégie nationale du Conseil agricole du Bénin afin d'en tirer profit. L'approche TSG dont nous sommes en train de discuter, d'échanger sur ça ce jour est la bienvenue dans la mise en œuvre du Conseil agricole, dans la diffusion des innovations par les pairs sur tout ça. Les travaux de 48 heures ont pris fin le vendredi 19 novembre 2021. De Dassazoumé, on prend maintenant la direction de Nati Tengou. Vous allez le voir dans un instant. Dans ce reportage de Alassane Harouna, les enfants et les jeunes de l'Atakora ont présenté vendredi le plaidoyer de leur droit au préfet du département. C'était au cours d'une cérémonie solennelle qui a connu le lancement du relais des enfants et des jeunes pour leur plaidoyer qui va toucher les 12 départements du Bénin. C'est sur initiative de l'UNICEF. Reportage. Prévu pour se dérouler dans les chefs-lieux des 12 départements du pays, c'est par l'étape de Nati Tengou que le relais des enfants et des jeunes pour le plaidoyer de leurs droits a démarré. Initiative de l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement du Bénin et les associations des enfants et des jeunes. Ce relais qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'UNICEF et de la Journée mondiale de l'enfance vise à créer un dialogue entre les générations. Nous sommes ici pour lancer officiellement
le relais des enfants, qui est comme une caravane de plaidoyer autour de la question des droits des enfants et des jeunes. Et donc c'est un honneur pour nous de le faire aujourd'hui à Nati Tengou. L'opportunité de ce relais, c'est aussi de créer un dialogue entre les générations. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce relais et qu'on a choisi et décidé de travailler de pair avec les préfets pour pouvoir apporter ce message. Vous êtes la première des préfets à nous faire cet honneur. Devant l'autorité préfectorale et les représentants de l'UNICEF, la porte-parole des enfants de l'Atakora va présenter son plaidoyer. Nous, enfants de l'Atakora, sommes confrontés à plusieurs problèmes, notamment le respect de notre droit au loisir. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant, tous les enfants ont le droit de jouer, d'avoir des loisirs, des activités sportives, culturelles et artistiques pour développer leurs talents et apprendre des valeurs liées à la vie en société. Malheureusement, dans le département de l'Atakora, l'accès aux loisirs est très faiblement pris en compte dans des actions de développement. Cette situation ne garantit pas notre plein épanouissement. C'est soucieux de cela que nous, enfants de l'Atakora, venons plaider pour l'installation d'aires de jeu accessibles à tous et respectant des conditions d'égalité. Si les enfants de l'Atakora plaident pour la création d'un cadre propice pour leurs loisirs et leur épanouissement, celle des jeunes, par contre, s'est intéressée à la situation des filles mères, la santé des jeunes face à la consommation de l'alcool frelaté dans l'Atakora et leur formation en entrepreneuriat. Tous ces plaidoyers, selon Madame le préfet de l'Atakora, sont en parfaite symbiose avec les ambitions du gouvernement et c'est à juste titre qu'elle prend l'engagement solennel de poursuivre l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire qu'elle a initiée en 2017. Je voudrais prendre l'engagement solennel ce jour, vendredi 19 novembre 2021, de renforcer les actions pour consolider les acquis de notre initiative de 2017, Zéro grossesse en milieu scolaire. Je voudrais donc manifester ma solidarité envers tous les enfants du monde, leur exprimer mon admiration pour leur plein potentiel malgré le jeune âge. Passé l'étape de Nati Tengou, la délégation de l'UNICEF met le cap sur Kandi pour le même exercice. On va boucler la première partie de ce grand format avec cette consultation publique à Boycon. Il était question d'échanger avec les populations afin de recueillir leurs avis sur les travaux d'électrification de leur localité, les modalités pratiques de distribution ou de paiement des frais de consommation de l'énergie électrique. Les précisions sont avec Imet Hélène Amoussou. L'énergie électrique bientôt disponible pour les populations à Idjek-Bemegon dans l'arrondissement de Sorokome à Boycon. Le rêve prend progressivement corps avec ces échanges qui constituent un acte d'une série programmée. Cette consultation publique se déroule sous le contrôle de l'autorité de régulation de l'électricité ARE. La concertation vise à recueillir auprès des populations du secteur privé et des associations des consommateurs leurs avis et opinions quant au coût de distribution de l'électricité dans la localité. La mission de ARE est de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'électricité, de protéger l'intérêt général et de garantir la continuité et la qualité du service, l'équilibre financier du secteur et son développement harmonieux. Non encore desservi par le réseau de courant conventionnel, le village est l'un des 40 retenus pour être électrifié sur le territoire national dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du Millennium Challenge et Compte 2. Les investissements seront réalisés par la société Mionwa. À Idjek-Bemegon, il est prévu un champ solaire fait de panneaux, de groupes électrogènes, de batteries et un réseau de plus de 4,5 km. À cette consultation publique, les différentes catégories de clientèle à satisfaire ainsi que les grilles tarifaires spécifiques ont été exposées. L'entreprise a catégorisé sa clientèle en 5 groupes. Donc le premier groupe, c'est la tranche sociale. Il faudra payer 5 000 une fois pour avoir le compteur. Une fois que le compteur est là, chaque mois, il faudra payer 600 francs CFA, qu'on ait utilisé l'électricité ou pas. Et à chaque kilowattheure qu'on a utilisé, il faut payer 200 francs. Pour la deuxième catégorie, qui est type résidentiel,
c'est 10 000 pour avoir le compteur à la maison, 1 000 francs que vous allez payer chaque mois et 282 francs par kilowattheure. Pour la troisième catégorie, le type B, toujours résidentiel, c'est 10 000 pour avoir le compteur, 1 000 francs par mois et 232 francs par kilowattheure utilisé. Les installations initiales sont évaluées à 106 341 592 francs CFA financés en partie par le MCA. Au cours des 20 années d'exploitation, la société Mionwa injectera également la somme de 25 millions de francs CFA. La présente rencontre revêt un caractère important pour le Conseil national de régulation de l'arrêt. Elle lance la consultation publique dans les 39 autres localités des départements des collines du Koufo, du Mono, de l'Ouémé et de l'Atlantique. Merci à vous, Imet Hélène Amosso. C'était donc le point de l'actualité vu et traité par la rédaction de Canal 3 Bénin. Information à retrouver un peu plus en détail sur nos antennes à partir de 19h30 dans le JT Soir avec Nassis Alossé. Dans un instant, avec Emma Rodonou, nous allons revisiter l'histoire avec le du combat d'Achoupa. C'est dans le magazine du grand format. ESM Bénin, école supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'école supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur nos différents sites. Pour plus d'informations, contactez plus 229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Oser, croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal Plus Pop. On vous attend aussi sur Canal Plus Première. Et toujours sur les chaînes Canal Plus Sport. Pour vibrer ensemble. Pour rire ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal Plus a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer Noël. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Dans le magazine du grand format de ce dimanche, quand on parle du combat d'Achoupa, cela rappelle sans doute à certains les coups appris à l'école et qui continuent d'ailleurs d'être enseignés. Nous sommes dans l'histoire qui nous ramène au 20 avril 1890. La guerre a opposé ce jour deux frères devenus rois quelques années plus tard, le roi Béhanzin à Abomey et le roi Toufa à Porto-Novo. Mais la question que l'on se pose plus d'un siècle après ce combat est de savoir ce que sont devenus les lieux de la bataille. Le grand format vous conduit ce dimanche à Vodénou. C'est un village de l'arrondissement d'Achoupa, commune de Avrancourt. Découverte, explication, déception et Maroudon. De hautes herbes et des champs à perte de vue. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas sur un terrain ordinaire, mais sur un site hautement historique, celui du combat d'Achoupa, qui a opposé le 20 avril 1890 les troupes du roi Béhanzin à celles du roi Toufa sous protectorat des troupes françaises. Pour découvrir les contours de ce site, nous nous enfonçons par des sentiers oubliés avec notre guide dans la grande broussaille. Première découverte, cette murette,
relique de la base militaire du roi Béanzin à Achupa, lorsqu'il a décidé de venir capturer et soumettre le roi Tofa. Nous sommes à Achupa, un arrondissement de la commune d'Avrancourt, où a eu lieu en 1890 la guerre qu'on appelle communément du combat d'Achupa. Du combat d'Achupa, ça a eu lieu dans ce village qu'on appelle Vodénou. C'est un village qui était déjà, avant même cette guerre, une douane, Dénou. Dans notre langue, ça veut dire que là où on contrôle les marchandises en partance vers Porto-Novo. Ça a servi de beaucoup de couloirs de transmission vers la ville capitale. Mais déjà, ce qui a eu lieu ici, sur là où nous sommes actuellement, c'est cette guerre qui a opposé le roi Béanzin et le roi Tofa. C'est-à-dire les deux frères étaient restés dans la même cour autour du roi Glélé. Plus tard, Béanzin devient roi d'Abomey et Tofa devient roi de Porto-Novo. Mais pour des conquêtes et pour des mésententes, le roi Béanzin a décidé de conquérir Porto-Novo avec une stratégie aussi particulière. On l'attendait à venir par Ouinta, mais il a pris par derrière en traversant Katagon, Djomon et a installé sa base précisément là où nous sommes. Voilà les murettes qui sont restées, et même après l'écroulement, on voit encore les murettes. Vous allez voir, c'est très épais. Et la stratégie aussi, parce qu'en utilisant des terres de bas, les balles qu'on avait en ce temps-là, paraît-il que les ballons de difficulté à traverser les terres de bas. Au-delà de cette murette, le site est hérissé de grandes tranchées totalement recouvertes d'herbes, mais encore identifiables après plus d'un siècle. Et ces trous jadis faisaient entre 5, 8 et 12 mètres de profondeur et permettaient à ceux qui devaient, aux guerriers et aux Amazones, de circuler avant d'aller attaquer l'ennemi. Donc voilà, c'est l'entrée de ce trou. Voilà la porte de la base. Quand on sort de la base, on rentre dans ce trou. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas le temps de savoir d'où viennent les combattants, d'où ils sont partis. Et vous allez voir des traces de ces trous un peu partout. Et malheureusement, avec l'urbanisation un peu vers Porto-Novo, il y a une partie de ces trous qu'on ne retrouve plus. Ben, on a conservé une bonne partie pour reconstituer l'histoire. La stratégie de Béanzin, c'était d'aller jusqu'à Porto-Novo, prendre Tofa vivant et le traîner dans le trou pour revenir repartir à Abomey avec. Mal de peau, déjà le 19 avril 1890, Tofa a été informé que Béanzin s'est installé à Achupa. Ce qui a fait que Tofa, aidé par la troupe française, très tôt le matin, déjà ils sont mis en route de Porto-Novo vers Gbedi pour pouvoir commencer le combat avec la troupe. Donc ça a été un effet de surprise. Mais dites-vous, pour ce que l'histoire nous raconte, ça n'a pas été surtout facile. Parce que la troupe de Béanzin, avec 3000 guerriers et environ 1000 Amazones, ont livré une guerre sans merci. Le site du combat d'Achupa, c'est aussi la rivière Noire par laquelle le roi Béanzin regagnait les lieux et une portion de terre qu'il a maudite. Cette rivière, c'est la rivière par laquelle le roi est venu à Achupa. Le roi Béanzin est venu à Achupa. Cette rivière qui est un bras de la rivière Noire qui ceinture la commune d'Avrancourt sur 46 km. Donc la base s'est installée juste à côté de cette rivière et c'est aussi une des stratégies. Quand il y a des difficultés, on peut rejoindre rapidement la zone marécageuse, l'eau, et l'ennemi aura des difficultés à attraper les guerriers. Parce que le roi Béanzin a eu comme information que plusieurs de ces guerriers et de ces Amazones ont été matés par la troupe du roi Tofa avec l'appui des Français
ne voulant plus continuer la guerre parce que c'est devenu plus sanglante cette guerre, Bianzin est sorti de la base, a réuni le reste de la troupe, a tendu sa main vers ici pour dire « Je me sens trahi sur cette terre. Pour cette portion, rien d'arbre ne poussera ici. » Cette parole qui est restée une force est toujours d'actualité parce que vous n'allez pas voir de grands arbres sur l'espace là où nous appelons aujourd'hui l'espace maudit par le roi Bianzin. Malgré les bonnes intentions des gouvernements successifs, le site du combat d'Achukpa n'a encore connu aucune valorisation. Les herbes ont colonisé les lieux, les reliques disparaissent, des pans du site sont morcelés et vendus, et il faut parer au plus pressé. Quelqu'un qui oublie son histoire est un esclave qui est en devenir. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme site et patrimoine au niveau de notre pays, nous devons les revaloriser. Et c'est déjà heureux que 26 de nos trésors sont revenus. Le reste aujourd'hui, ce que nous avons, ce qui est parti d'Achukpa, ce qui est ailleurs, nous pouvons les reconstituer quelque part pour la valorisation du territoire et pour le développement touristique. En attendant de véritables actions de valorisation de ce site, seul ce monument à l'entrée de l'arrondissement d'Achukpa rappelle que nous sommes dans la cité où le roi Bianzin a livré l'une de ses farouches batailles contre l'envahisseur français. Le site du combat d'Achukpa lui-même attend d'être valorisé pour que cette partie importante de l'histoire du Bénin ne soit escamotée. Voilà ce pan de l'histoire du Bénin déjà presque escamoté, malheureusement. Emma Rodon, bonjour. Emma Rodon, bonjour. Quelques soucis techniques au niveau de la régie. J'espère que dans un petit moment, nous allons rentrer en liaison avec Emma Rodonou. Emma Rodonou, est-ce que vous le suivez? Emma Rodonou, bonjour. Quelques soucis techniques du côté de la régie. Emma Rodonou, est-ce que vous nous suivez? Voilà quelques soucis avec la régie qui est entrée à pied d'œuvre pour rétablir la liaison avec Emma Rodonou. Emma Rodonou, bonjour. Bonjour Idrissou. Alors, vous êtes en direct depuis Porto Novo de retour d'Avrancourt. Alors, les images que nous avons vues dans votre magazine, qui désolent d'ailleurs, mais à qui incombe la responsabilité de la valorisation de ce site historique? Idrissou, c'est vrai que je vous entends faiblement, mais quant à la responsabilité, il faut dire qu'elle incombe à l'État, puisque la mairie d'Avrancourt, elle seule, ne peut faire face à ce projet de valorisation qui est un grand projet. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les gouvernements successifs n'ont pas manqué d'intégrer le site du combat d'Achukpa dans leur plan de développement touristique. Mais jusque-là, les intentions n'ont pas été suivies d'actes concrets. Et c'est pourquoi nous avons les images que vous venez de voir. C'est vrai que ce n'est pas très joli, ça sent l'abandon, mais c'est la triste réalité du site d'Achukpa aujourd'hui. Alors, au-delà de la reconstitution de l'histoire, qu'est-ce que la valorisation de ce site peut apporter à la commune d'Avrancourt? Des avantages certains. Comme premier avantage, nous pouvons déjà dire que c'est pour que notre histoire ne disparaisse. On a l'habitude de dire qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme, ou également un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et donc, connaître les hauts faits de nos ancêtres devrait nous permettre de forger notre identité.
il faut donc savoir qui nous sommes pour mieux entrevoir l'avenir. L'autre aspect de cette valorisation, c'est que forcément ça aura des retombées économiques, puisque ce lieu sera un lieu de tourisme, et ça va engendrer forcément des rentrées de devises. En résumé, donc, Idrissou, si on valorisait ce site du combat d'Achupa, ça aura un double intérêt historique et économique. Très bien. La rivière Noire, par laquelle le roi Béhanzin est arrivé à Achupa, à Vrankou, à quoi sert-elle aujourd'hui? C'est vrai que cette rivière, vous l'avez vu, elle est toujours là. En effet, c'est un bras du fleuve Ouémé qui ceinture la commune d'Avrankou sur environ 45 km. Cette rivière traverse des localités comme Djomon, c'est toujours dans la commune d'Avrankou, et Katagon. Et ça, cette rivière a sa continuité vers le Nigeria, dans le Nigeria donc. Et quand on parle du Nigeria, vous comprenez déjà à quoi ça peut servir aujourd'hui. C'est une voie fluviale qui permet aux communautés de cette commune d'Avrankou de faire des acheminements de certains produits de contrebande du Nigeria vers le Bénin. Elle sert également de voie fluviale pour les échanges commerciaux entre les communautés de Porto Novo et d'Avrankou, puisque lorsque les produits reviennent du Nigeria, ça transite par cette rivière-là et ça débouche sur la lagune de Porto Novo au niveau de Maria Topa. Donc c'est une rivière qui sert à un grand trafic commercial aujourd'hui. Très bien. Emma, nous sommes dans l'histoire. Mais comment peut-on expliquer cette détermination du roi Béhanzin à conquérir Porto Novo, qui était pourtant occupé par son frère? Idrissou, je vous entends faiblement. Alors, je disais que nous sommes dans l'histoire. On va rappeler comment peut-on expliquer cette détermination du roi Béhanzin à vouloir conquérir Porto Novo, qui était pourtant occupé par son frère. Ça, c'est vrai, véritablement une préoccupation. Idrissou, vous savez, l'histoire nous enseigne que le roi Béhanzin était un grand conquérant et qui avait des idées expansionnistes. Il a donc livré plusieurs batailles, notamment contre les Yoruba à Doyo, pour agrandir son royaume. Mais a priori, on est un peu étonné qu'il puisse attaquer le royaume de Porto Novo, qui était dirigé par un de ses frères. Pour la petite histoire, Idrissou, le roi Tofa et le roi Béhanzin, jeune prince en son temps, ont été élevés dans la même cour à Abomey. Donc, c'est pas le roi Glélé. Seulement, une fois devenu roi, Béhanzin n'a pas digéré que son frère de Porto Novo, le roi Tofa, puisse signer un traité de protectorat avec la France. Et comme on le dit vulgairement, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Béhanzin s'est sûrement dit que son frère Tofa est désormais un ennemi, puisqu'il s'est allié avec l'envahisseur français. Et donc il s'est dit il vaut mieux détruire cet ennemi-là pour renvoyer les envahisseurs français. Et justement, quel a été le rôle joué par la troupe française dans ce combat? Le rôle des troupes françaises, ce rôle a été un rôle déterminant, parce que vous savez, les Français étaient venus avec quand même à l'époque tout un armada. Vous savez, il y avait les troupes de Béhanzin, ce n'était pas une foudre de guerre. C'est vrai, il y avait les Amazones, il y avait les guerriers, il y avait les machettes, mais en termes de fusil, de canon, ce n'était pas aussi reluisant que ça. Et vous savez, les troupes françaises, c'était cette technologie-là, c'était les canons, c'était les fusils. Et il y a eu forcément un déséquilibre du côté des troupes du roi Béhanzin. C'était les bachettes, donc visiblement, ça n'a pas suffi à vaincre les troupes françaises, ce qui a permis à Tofa de gagner, disons, le dur combat d'Achupa. Alors, Emma, une dernière question avant de vous laisser partir. En maudissant cette portion de terre que nous avons vue dans votre magazine, pourquoi le roi Béhanzin s'est-il senti trahi? Alors, lorsque nous avons cherché à comprendre, quand nous avons rencontré ceux-là qui sont détenteurs de l'histoire, qui connaissent encore cette histoire au niveau de la commune d'Avrankou, on nous a expliqué que Béhanzin s'est senti trahi parce que au niveau de cette troupe, au niveau
de ceux-là qui l'aidaient au niveau de l'arrondissement d'Achupa, il y avait un qui travaillait également avec le roi Bianzin. Donc disons qu'il y avait une taupe au sein des troupes du roi Bianzin. Bianzin en réalité voulait attaquer le royaume de Porto Novo par surprise. Mais il s'est fait que un peu avant l'attaque que voulait lancer le roi Bianzin, le roi Tofa, par cette taupe-là, a été informé qui a vendu la mèche. Était déjà marqué au niveau de Achupa. Et donc, avant même que Bianzin attaque, ce sont les troupes françaises et le roi et les troupes de Porto Novo qui ont attaqué en premier. Donc, Bianzin a été pris par surprise, ce qui a fait que la réaction a été un peu compliquée. Et donc, à la fin, après cette défaite-là, il a été trahi par un des leurs et il a maudit cet espace de la Coupe d'Arrêt. Rappel historique sur le grand format. Merci beaucoup à vous, Emma Rodono, correspondant de 43 Bénin dans les départements de Lomé et du Plateau. Bon dimanche à vous. Voilà, dimanche prochain, nous serons avec Geoffroy Messan qui nous conduira dans les départements du Mono et du Ekoufou. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez en ce moment le grand format sur 43 Bénin, votre chaîne préférée. Encore beaucoup de rendez-vous à honorer dans les 50 prochaines minutes. Dans un moment, nous allons recevoir le maire de Clocamen. Monsieur le maire, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Avec vous, dans un instant, nous allons parler de votre participation à la COP 26. Vous allez nous dire comment ça s'est passé et ce que votre commune gagne à travers votre participation à ce sommet. Merci. En attendant, nous allons suivre le ZAP 3 que nous propose ce dimanche Nagui Balagwe. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes. Banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce. Des ressources humaines, systèmes informatiques et logiciels, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur nos différents sites. Pour plus d'informations, contactez plus 229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Des victimes sous le choc. Un spectacle inhabituel au niveau de l'échangeur de Godomé ce vendredi matin. On a commencé par entendre bro, bro. Donc moi j'étais devant un taxi que j'ai vu culbuté par le bus. D'abord il m'a cogné, je suis allé cogner notre véhicule, il est revenu encore cogner l'autre véhicule. Donc il y a eu, on ne sait pas ce qu'on ne peut pas expliquer quoi. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vraiment, je ne comprends pas, je suis désolé. Il y a la grande bus là qui a quitté derrière. J'ai entendu chou seulement. Je ne sais pas comment il m'a persécuté. La voiture a tourné jusqu'à... Je ne sais pas comment... Même. C'est Dieu qui a fait son travail. Ce n'est pas bon. Quand les gens tombent dans l'eau, on se mouille. Toujours, quand la pluie tombe, c'est pas facile. Certains laissent et ils restent à la maison, effectivement, à cause de la pluie. Quand il y a chose là. Il y a noyade et c'est les cailles ont mouillé. Parfois il y a certains des fois
les bacs sont détruits et ce n'est pas normal de tout ça là quoi. Ah, français gagné ba mi o ko la gagné na do. Deux français vous parlez bon. Faut ko je mi na jo do po. Présentez-vous. Deux français bon do côté de là. Français go fi no do di français. Oh, nya chela ni a deux français gbe fo. C'est bon. On va café 13 septembre 2021. Pourquoi vous n'êtes pas parti là où on a dit que vous avez ici? On n'a pas personne. On n'a pas personne, c'est pour cela que nous sommes en train de rester ici d'abord. Et vous dormez où? Ici. Ici. Le traité est compétent dans notre pays. Il ne peut pas dire ça pour rien. C'est parce qu'il a certaines visions. Pour cela, il a parlé comme ça. Nous sommes obligés de l'écouter et respecter la loi. Boutique qui te doit bibelan gabio. Bakana piqué qui doit mettre kiri bo. Bata te dis hey do wa contre loi. Ah, bata piqué qui doit tirer do wa ils font loi. Quand tu es ouvert dans la vie, Dieu va toujours te sauver. C'est ce que j'ai mes impressions. Sinon ça m'a étonné, je ne sais même pas comment je me suis en sorti. Bon, je suis sur ce plateau aujourd'hui parce que je vais vous tromper. Mais parce qu'on m'appelle trompeur de vigilance, c'est ça mon entreprise. Je trompe la vigilance des gens. Donc je suis un sorcier en matière. Décidément, hein. J'ai pas encore mon doctorat, mais je suis sur le chemin. Allô. La cétologie, c'est la science qui étudie et la spiritualité profonde. D'accord? Oui. Et dans un mois maintenant, je vais créer mon école de sorcellerie. Parce que, tu sais, pour commencer par donner la sorcellerie aux gens, parce que tu sais, je vais t'expliquer, il n'y a pas du travail dans votre pays ici. Moi-même, je suis trop noir. Maintenant, c'est bon maintenant. C'est parce qu'on a fermé. Voilà, on reprend, vous nous dites comment est-ce que le travail était. BFT, nous sommes une fintech, donc une société qui fait dans les technologies financières. Nous aidons donc les institutions de microfinance, les banques, la poste, à offrir donc le service financier à distance. Tu peux quitter Akpakwa, tu peux quitter Calavi, venir vendre une voiture sur l'esplanade. Là où nous sommes là, on a même déjà vendu une voiture tout de suite. Donc c'est dans les restos, là, on est en train de déguster quelques biens. Bon, pour le décaspissement du sale, moi je suis contre. Parce que, bon, là maintenant, il y a des dames, ou bien il y a plein de boutiques ici. Donc chacun sait comment il gère sa boutique. Si il se décapissent de là, peut-être, bon, ils vont trouver autre part ici. Mais là, si vous voulez décapisser de là, ils auront des problèmes financiers, bon, ils auront autre problème quand même. Bon. Et ce qui est regrettable dans les décisions souvent du gouvernement, c'est que parfois c'est de bonnes décisions, mais le manque de communication fait qu'on ne sait vraiment pas pourquoi les décisions sont prises. Et donc ça renforce nous autres qui s'opposent, qui disent que ce n'est pas bon de continuer à dire que cette décision n'est pas bonne. C'est dans ce contexte que le chef de l'équipe d'intervention a aperçu au loin un individu en pleine altercation avec ses hommes. Celui-ci venait de franchir le premier cordon de sécurité et forçait le second, en dépit de l'opposition des forces de l'ordre. Il n'a pas trouvé mieux. Ça n'existe pas. Bon, c'est ici que je ne connais pas. Qui sait, dis que le mouton fait des vidéos. C'est clair. Il fait des petits veaux. Il est tubuesque de dire qu'un simple individu non armé ait pu franchir un double cordon de sécurité constitué de militaires et de policiers spécifiquement mis sur pied pour une opération aussi sensible.
Tout ira bien, aussi bien pour vous que pour nous. Parce que nous sommes liés par un système de fonctionnement. Vous êtes à l'aise, nous sommes à l'aise. Vous êtes heureux, nous sommes heureux. Vous êtes contents, nous sommes contents. Et j'espère que c'est ce qui va se passer au titre de 2021-2022. Je souhaite vivement ça. Je vous remercie. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Hey, la famille Canal+. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal+ Pop. On vous attend aussi sur Canal+ Première et toujours sur les chaînes Canal+ Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal+ a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. On ouvre à présent le plateau invité pour la suite du grand format de ce dimanche. Et c'est le maire de Klekamet qui est en place. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez participé aux travaux du sommet de la COP26 sur le climat. Des initiatives sur la lutte contre les changements climatiques ont été prises. Quelle est la place accordée aux collectivités locales? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à la commune de Klekamet à travers ma modeste personne pour m'avoir accordé donc ce temps cet après-midi pour me prononcer donc sur l'actualité. Alors je voudrais nous rappeler que vous savez que tous les pays aujourd'hui sont frappés donc des effets néfastes du changement climatique et donc notre pays, le Bénin. Et vous savez, surtout les pays, les petits pays comme les nôtres qui n'ont pas forcément les grands moyens, subissent plus ces effets-là. Et donc, nous sommes aussi appelés à nous unir, histoire donc de trouver la solution donc, pour pallier à ces différents problèmes liés au changement climatique. Et c'est pour cela que nous avons participé donc, à cette COP et surtout donc, les collectivités locales qui donc, se sont fait représenter à travers quelques communes, la commune de Klekamet, la commune d'Abomey-Calavi et celle de Porte-Nouveau. Et quand vous parlez d'un pays, c'est quand même plusieurs collectivités territoriales qui forment donc ce pays. Donc, et voilà pourquoi il est important que nous soyons donc mêlés donc à l'assise, donc afin de pouvoir intégrer donc les différentes solutions donc qui sont sorties donc de ces assises-là pour mieux les intégrer donc dans nos politiques publiques de développement. Très bien. Donc les collectivités locales jouent un rôle très important dans la lutte contre les changements climatiques. Quels avantages votre commune a-t-elle tiré avec votre participation à ce sommet? Oui, merci. Parlant d'avantages, je peux dire que d'abord je dois remercier tout le conseil communal de Klekamet qui a accepté, donc qui a voulu donc participer à cette
conférence et nous sommes allés. Et je peux dire que la commune de Koulikame a tiré beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages en ce sens que les différents projets que nous avons élaborés et donc amenés à ce sommet ont reçu donc l'approbation de ces différents partenaires. Et donc nous avons eu 3 projets phares qui ont été retenus parmi les projets que nous avons retenus. Alors, au nombre de ces projets, permettez-moi de vous dire avec précision les projets qui ont été retenus donc, par les partenaires. Nous avons 3 projets phares, parmi tant d'autres. Donc, je peux citer le projet donc, de promotion et de valorisation des techniques modernes et de production, de transformation et de commercialisation des produits maraîchers de grande consommation au niveau de la commune de Koulikame. En plus de ça, nous avons un second projet qui parle d'amélioration de la résilience des systèmes de culture du maïs, du niébé, de la tomate, du piment dans la commune de Koulikame. Et un troisième projet qui parle donc du renforcement de la résilience des producteurs d'agrumes, notamment les oranges, et de la commune de Koulikame face donc, aux effets du changement climatique. Et quelle a été la réponse des partenaires que vous avez contactés? Oui, les partenaires ont bien accepté donc accompagner ce projet. Et donc nous allons poursuivre les études puisqu'ils vont bientôt descendre donc, sur le territoire, bien sûr sur l'égide donc, du ministère du cadre de vie et du développement durable et du ministère des Affaires étrangères de la coopération. Et à ces ministères à qui je dis vraiment un sincère merci. Parce que grâce au cadre donc, de ces ministères, nous avons pu, donc, depuis Cotonou jusqu'à Glasgow, subir les processus. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que nous avons pu rencontrer les différents partenaires. Les partenaires qui ont accepté donc, nous rencontrer, c'est grâce à eux que nous avons eu ces différents rendez-vous. Et donc je passe par ici pour leur dire un sincère merci. Très bien. Vous êtes l'un des plus jeunes maires du Bénin et vous avez eu la chance d'aller partager ces moments avec ces sommités donc, du monde. Concrètement, qu'est-ce que la jeunesse de Koulikame gagne à travers votre participation à cette COP? Merci. Et vous savez, pour avoir participé à cette COP, c'est d'abord pour le mieux-être de nos populations. Et donc, nous avons eu à discuter donc, des projets donc, de l'auto-emploi donc, à travers la promotion de l'agro-business qui est aujourd'hui un projet phare hein, pour la jeunesse. Et donc, aussi grâce à la concrétisation des projets que je viens de vous citer supra, je pense que la jeunesse de Koulikame pourra vraiment se retrouver donc, dans ces différents projets qui seront concrétisés et donc pourront donc réellement s'installer pour mieux développer les activités agricoles. Alors, nous avons 77 communes au Bénin et seulement 3 ont participé à ce sommet, Koulikame, Porto Novo, Yabomey, Calavi. Les autres communes qui n'ont pas pu participer à cette réunion, est-ce qu'il y a un plan de restitution à leur faveur? Oui, il y a un plan de restitution. Comme vous le savez, il y a aussi notre fêtière qui nous a aussi soutenus. Je veux parler bien sûr de l'LCB qui nous a soutenus. Donc, mes collègues et moi, mes collègues d'Yabomey Calavi, de Porto Novo, nous avons déjà élaboré un programme, donc, histoire d'aller rencontrer le président, Lucas Troupeau, qui est le président donc, de notre fêtière, histoire donc, de lui faire la restitution et qui est maintenant de prendre les mesures nécessaires pour qu'on puisse descendre donc, ces informations au niveau de chaque commune afin que chacun puisse donc en tirer profit. Et voilà ce que nous avons. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Dieudonné Bidiga, maire de la commune de Koulikame. Merci pour ces précisions sur votre participation au sommet de la COP 26. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, juste après, le maire de Koulikame, c'est l'artisan de la semaine qui va s'installer ici dans un petit moment. Il s'agit de Rufin Lissanon, ingénieur hydraulique agricole. Nous parlerons de la technique de maîtrise de l'eau et l'agriculture sous serre. De quoi s'agit-il? Attendez, dans quelques instants, vous allez tout comprendre. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes. Banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur nos différents sites. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Venez passer les fêtes avec nous. Venez, on vous attend. On vous attend sur votre nouvelle chaîne, Canal Plus Pop. On vous attend aussi sur Canal Plus Première et toujours sur les chaînes Canal Plus Sport. Pour vibrer ensemble. Et pour passer les fêtes ensemble. En ce moment, chers abonnés, Canal Plus a un cadeau pour vous. Dès votre réabonnement, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Pour célébrer, s'émerveiller, Passage en vitesse, Mac Noël. redécouvrir toute la richesse de nos programmes et partager toujours plus de moments avec vos animateurs préférés. Venez, on vous attend. On va passer. Alors, n'attendez plus pour vous réabonner. Nous sommes de retour sur le plateau avec l'artisan de la semaine qui vient nous parler de sa spécialité. Si vous êtes acteur du monde agricole ou rural, entrepreneur agricole ou même gouvernant, ou si vous désirez investir dans l'agriculture, ce rendez-vous vous concerne particulièrement. Restez avec nous pour la découverte de cette révolution technologique. Monsieur Ruffin Lissano, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes ingénieur hydraulique agricole. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, comme Merci. je l'ai annoncé, on va parler d'abord de la technique de maîtrise de l'eau. De quoi s'agit-il? Alors, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs de Canal 3. La maîtrise de l'eau, pour le dire plus simple, on va dire c'est toutes les techniques qui permettent donc de déceler, de capter l'eau, de la prélever et de la stocker éventuellement et de la distribuer pour satisfaire divers besoins. En l'occurrence ici, ce qui me concerne, donc les besoins des cultures. Et en la matière, on parle donc d'irrigation qui, on va dire pour faire simple, l'irrigation c'est cette eau que l'on apporte à la plante en compensation de l'insuffisance donc des précipitations, de la pluie naturelle et des réserves hydriques. Voilà. Mais quels sont les différents systèmes d'irrigation qui existent en la matière? Alors, il y en a globalement trois. Trois différents systèmes d'irrigation. On va dire le système traditionnel qui est donc de l'irrigation de surface, qui en fait c'est une technique qui va inonder la parcelle et qui va donc être utilisée, l'eau qui, disons, stagne sur la parcelle va être consommée par la plante. Si cette technique est utilisée un peu partout dans le monde, en l'occurrence, si on doit
produire, par exemple, le riz, ça continue d'être utilisé parce que le riz, c'est donc une plante qui a besoin donc d'être, disons, d'avoir les pieds dans l'eau, ok, donc dans une lame d'eau pour pouvoir bien produire. Alors, il y a un deuxième système d'irrigation qui est donc l'aspersion, qui est en fait un système sous pression. Qui va utiliser donc des conduites généralement en PVC et qui va concerner des raccords avec des pommes, des asperceurs ou des bandes micro perforées. Donc il va produire de la pluie artificielle à volonté. Et le troisième système d'irrigation, donc c'est la micro-irrigation, qui est connue généralement sur l'appellation du goutte à goutte. Le goutte à goutte que nous voyons sur l'écran. Voilà, le goutte à goutte qui en fait est une invention donc des Israéliens, des chercheurs israéliens qui ont pu en fait transformer, on va dire, les défis qui se posaient à eux du retour donc de ce peuple sur leur territoire. Voilà, donc ils ont réfléchi pour pouvoir disons, traiter les contraintes hydriques qu'ils ont et à terme, disons, le résultat, c'est le goutte à goutte qui en est sorti et qui aujourd'hui, en fait, c'est un système qui permet, comme vous avez vu tout à l'heure, d'apporter l'eau exacte dont la plante a besoin, jusque dans son système racinaire. Ainsi, on va dire, c'est un système qui va permettre également d'utiliser des fertilisants solubles dans les conduites du réseau d'irrigation pour pouvoir alimenter convenablement la plante. En quelques mots, en comparaison, quels sont les avantages liés pour chaque système? Alors, avantages globalement pour toutes sortes de systèmes d'irrigation, c'est d'abord de permettre donc, de produire, disons, plusieurs fois dans l'année, qu'il pleuve ou pas, et aussi d'améliorer les rendements. Donc, c'est en fait des objectifs principaux d'un système d'irrigation. Mais quand on va parler donc, de comparaison, on va voir les deux premiers systèmes, donc l'irrigation de surface et l'aspersion, sont réputés comme des systèmes, disons, qui occasionnent des consommations excessives d'eau. Quand vous regardez voilà, le système d'aspersion ou le système disons, d'irrigation de surface, on constate donc, disons, un gaspillage de beaucoup d'eau. C'est dans l'ordre de 50 à 70% de l'eau qui est perdue en réalité quand on utilise ces systèmes. Aussi, si on rentre donc dans les, disons dans les notions agronomiques, on va voir la prolifération des bactéries quand on utilise donc ces systèmes-là. Également, les chutes de fleurs. Quand on prend le système de production pour produire de la tomate ou du piment et autres, quand vous utilisez de l'aspersion, la pression des chutes d'eau occasionne des chutes des fleurs. Et en l'occurrence, une fleur qui est tombée, c'est un fruit qui est perdu. Donc ça occasionne, on va dire, des pertes de rendement. Il y a aussi les coups de chaleur. Quand il fait chaud et qu'on irrigue, voilà, ça provoque, on va dire, des brûlures. Beaucoup d'avantages. Ça, c'est, voilà. Maintenant, quand on rentre, si vous permettez, dans le système de micro-irrigation, vous avez une irrigation localisée. Donc, vous avez jusqu'à 95% de l'eau qui est réellement utilisée pour arroser. Et un exemple simple, quand vous avez un besoin en eau qui est de l'ordre de 100 litres, qui est pompé depuis la station de tête, c'est au minimum 95%, donc 95 litres d'eau, de cette eau, qui va se retrouver donc pour profiter à la plante. Donc il n'y en a quasiment pas de perte d'eau et la plante en profite également avec, on va dire, la discrétion de cette irrigation. Vous êtes à l'abri, on va dire, de la prolifération des bactéries qui occasionnent et des champignons qui occasionnent des maladies cryptogamiques dans la production. Alors, malgré ces systèmes d'irrigation qui nous permettent donc de maîtriser l'eau et de l'utiliser comme on le souhaite, au Bénin, il y a des périodes où certaines plantes ne peuvent pas être produites. Et vous avez une solution que vous appelez agriculture sous serre. De quoi s'agit-il? Alors, merci, monsieur le journaliste. Quand vous regardez
on va dire, les fluctuations juste de certains produits sur le marché, vous allez constater que si nous prenons l'exemple de la tomate, il arrive des saisons où il y a une telle abondance que le producteur a même envie de jeter son produit, mais juste après, une pénurie s'installe et donc occasionnant donc une flambée des prix. Mais en fait, c'est un résultat de ce que les producteurs, même équipés de systèmes d'irrigation, n'arrivent pas à assurer la continuité de la production et à garantir sa disponibilité, disons, sur toute l'année. En réalité, il y a le facteur climatique qui joue beaucoup. Ce facteur climatique-là, en fait, va être réglé complètement lorsqu'on va intégrer la technologie de la sériculture dans les systèmes de production. La serre, en fait, c'est juste, on va dire, une structure close qui est faite donc généralement en acier, en acier galvanisé, avec donc des toiles en polyéthylène et des filets anti-insectes sur les côtés. Donc, vu que c'est entièrement clos, il n'y a pas d'envahissement des ravageurs donc, qui viennent détruire donc, les plantations. Et en même temps, à l'intérieur, vous pouvez donc créer artificiellement toutes sortes de microclimats dont la plante a besoin pour pouvoir, disons, assurer complètement sa production. Donc, la serre vient en fait pour être, on va dire, un système radical qui vous garantit, on va dire, des résultats précis et de façon constante sur toute l'année. Alors, si les plantes ne sont pas attaquables par les insectes, ça veut dire que l'utilisation des insecticides, on peut économiser l'argent pour ça également. Exactement. Quand vous intégrez la serre, vous êtes déjà préservé contre les attaques. À partir de ce moment-là, l'utilisation des pesticides vraiment est réduite au strict minimum. En l'occurrence, vous n'avez quasiment pas besoin d'insecticides pour produire. Est-ce que de façon plus concrète, l'utilisation de cette technologie est plus rentable que les méthodes ordinaires que nous avons? Oui, c'est rentable. C'est extrêmement rentable. La serre, c'est de toutes les façons aujourd'hui, l'agriculture, c'est un business. Ceux qui s'y investissent doivent juste le savoir pour s'équiper des technologies disponibles pour pouvoir donc se faire de l'argent. Donc la serre s'impose aujourd'hui comme une véritable solution pour garantir une production. Quand j'ai donné le cas de la tomate, quand vous prenez de la tomate à un certain moment de l'année, vous avez des prix qui vont au-delà de 1500 voire 2000 francs le kilogramme de tomates. Imaginez que vous avez une serre qui vous garantit donc la disponibilité de cette production-là. En période de soudure, vous faites un chiffre phénoménal. Est-ce que vous avez des exemples, ceux qui ont fait l'expérience et qui ont réussi dans le domaine? Bien sûr, au Bénin, il y a quelques exemples de serres. Au Bénin, sur place ici, on a les centres de recherche qui sont équipés donc, dans ce système, dans cette technologie. Mais en termes d'investisseurs, disons, dans cette technologie, on en a M. Sidibé, que je vous me permettez de citer sur votre plateau, qui en fait qui a bénéficié de cette technologie que nous lui avons fournie et qui aujourd'hui est sur une surface d'à peu près 1,5 hectare, mais qui devient le champion aujourd'hui au Mali de la culture de la tomate. Avec une serre d'environ 1,5 hectare au total aujourd'hui, ce monsieur arrive à générer jusqu'à 300 tonnes de tomates. Imaginez sur une superficie aussi réduite, pour avoir 300 tonnes dehors, il va falloir aller à 30 hectares de culture. Le même résultat que vous pouvez obtenir sur une surface aussi réduite. Donc vraiment, les exemples existent. De plus en plus, les projets sont là, on travaille là-dessus. Et j'espère que bientôt, cette technologie va être suffisamment diffusée dans notre région ici. Très bien. Le pain est un aliment de grande consommation au Bénin, on le sait, alors que le Bénin ne produit pas le blé. Est-ce qu'avec cette technologie, on est à mesure désormais de produire le blé ici? Alors, il faut dire que la serre permet de produire toutes sortes de cultures. Vu qu'il y a juste à savoir quelle est l'écologie, on va dire, naturelle donc de cette culture que l'on a envie de faire et de juste lui créer ces conditions-là à l'intérieur de la serre. Parce que dans une serre, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un régulateur climatique qui, en fait, est destiné à générer un climat, donc notamment la température et l'humidité relative
dont on appelle l'hygrométrie, à l'intérieur de la serre. Donc il suffit de doser la lumière, l'eau, la chaleur, la température à la plante. Et une fois que toutes ces conditions sont créées, n'importe quelle culture, y compris le blé ou autre que vous avez envie de faire, vous pouvez aujourd'hui nous produisons déjà au Bénin donc de la fraise sous serre. On produit pas mal de choses déjà qui ne sont pas en fait des cultures tropicales qui pouvaient pousser tranquillement dehors ici, mais en réalité quand vous avez la serre, il ne tient qu'à vous en fait de décider de ce que vous avez envie de faire à l'intérieur. Alors ceux qui nous suivent en ce moment, s'ils sont intéressés par l'utilisation des serres, quelles sont les démarches qu'ils doivent mener? Alors, dans un premier temps, il faut un certain nombre d'informations qu'il faut fournir pour pouvoir choisir la serre qu'il faut, parce qu'il faut dire qu'il y a différents modèles de serre et différents systèmes de fonctionnement qu'on intègre à la serre. Donc, dans un premier temps, il faut pouvoir dire où se situe le site sur lequel il faut installer. C'est important pour savoir, disons, les informations pour pouvoir faire l'ancrage, par exemple, de la serre. Ensuite, il faut connaître, disons, les cultures principales qui sont projetées, et ensuite il faut fournir un certain nombre d'informations sur la disponibilité de la ressource eau et des systèmes d'exor, des systèmes de pompage qui existent, et juste avec ça on est capable de dire voici voilà tel modèle de serre qu'il vous faut, et éventuellement les éléments de coût. Est-ce qu'il y a un mécanisme d'accompagnement en termes de formation pour ceux qui prennent ces serres? Alors, il faut dire qu'au début, quand on a commencé ici au Bénin, on a eu quelques difficultés parce que la compétence n'était forcément pas disponible. Donc, une fois que l'installation est terminée, le promoteur a souvent des difficultés à exploiter. Mais aujourd'hui, nous avons fait un travail sur plusieurs années. Ça fait 7 années d'affilée que nous travaillons pour former les étudiants, les chercheurs qui ont envie donc d'intégrer cette technologie-là. Et je peux garantir aujourd'hui qu'au Bénin, il y a bien une main-d'œuvre disponible pour dimensionner une serre, pour assembler, installer et accompagner l'exploitant dans la maîtrise des techniques qu'il faut pour produire sous serre, puisqu'il y a effectivement un minimum de maîtrise à avoir, un minimum de connaissances pour la partie exploitation. Donc ça, c'est aujourd'hui une bonne centaine de jeunes a été formés et suivis pendant plusieurs années, qui sont bien capables d'accompagner les producteurs, et on continue d'en former suffisamment. Des étudiants que nous recevons tout le temps, de la FSA, de l'Institut national de l'eau et ainsi de suite, qui viennent s'intégrer donc dans les sites que nous agents qui permettent donc d'avoir la main pour pouvoir devenir soit des prescripteurs ou des formateurs des agents de maîtrise. Alors, on sait que le gouvernement investit beaucoup dans l'agriculture, mais est-ce que la solution technologique que vous proposez reçoit un écho favorable du côté du pouvoir central? Alors j'observe depuis quelques années déjà que la vision a changé complètement. On a une idée claire de là où on veut aller aujourd'hui dans le domaine agricole. Et moi, en tant que passionné de l'hydraulique agricole, quand j'observe, quand vous voyez juste, je scrute sans cesse en fait les cartes hydrographiques des pays à travers le monde. Et quand je tombe sur le pays, le Bénin, mon pays, on regarde que le Bénin est tellement béni. Quand vous regardez l'équilibre extraordinaire du réseau hydrographique du Bénin, on a tendance à dire mais pourquoi on n'intègre pas la maîtrise de l'eau à grande échelle un peu partout? On est capable aujourd'hui de transformer rapidement et durablement notre agriculture juste en intégrant la maîtrise de l'eau. Et je vois que les efforts du gouvernement sont de plus en plus visibles dans ce domaine. Et j'ai bon espoir que dans un avenir très proche, les choses on aura une parfaite lisibilité sur ce domaine-là, et ce sera heureux pour le monde agricole qui va s'en trouver très très heureux. Alors une dernière question pour vous, les jeunes entrepreneurs qui nous suivent en ce moment, qui sont intéressés mais qui n'ont pas de moyens de s'acheter des serres, est-ce qu'il y a des possibilités d'apprendre ces techniques?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous recevons, nous formons, quand j'ai l'occasion d'intervenir à l'UAC, je dis aux étudiants qui sont en année de licence ou de maîtrise, aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir ingénieur ou même licence et que sur le terrain, vous perdez. Vous ne pouvez pas dire, vous n'avez aucune raison de dire aujourd'hui que vous allez devenir des chômeurs ou autres. Il vous faut intégrer la technologie. Et je crois que ces jeunes entrepreneurs et porteurs de projets dans le domaine, il suffit donc de se rapprocher de nous. On a des mécanismes d'accompagnement, notamment en termes de partage de connaissances, en termes d'immersion en milieu réel, et ensuite, pourquoi pas, trouver des mécanismes pour installer des systèmes tampons qui leur permettent de prendre suffisamment la main pour se faire leur avenir dans ce secteur. Merci à vous, Rufin Lissano, ingénieur hydraulique agricole. Merci pour votre contribution à la révolution de l'agriculture béninoise. Bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. À très bientôt. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre aventure dans un instant. C'est le décryptage de l'actualité nationale. C'est avec l'invité média. Il s'agit de Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur. On l'installe avec la revue hebdo de Nassis Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Les journaux nous emmènent cette semaine au Parlement où l'étude en commission de la loi de finances gestion 2022 a commencé. Dans sa parution de mardi, le matinal nous apprend que le balai des membres du gouvernement a été ouvert par les ministres Abdoulaye Biot Tchané et Ariyatou Matis. Concernant le ministre du Travail et de la Fonction publique, le quotidien Fraternité renseigne qu'elle a présenté aux membres de la dite commission un projet de budget de 7 milliards 190 millions de francs CFA contre 7 milliards 228 millions, soit une baisse de 0,54%. Quant au ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, ajoute Fraternité, les prévisions budgétaires pour l'année 2022 s'élèvent à 5 milliards 954 millions 438 000 francs CFA. À leur suite, poursuit mon confrère, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, est allé présenter le projet de budget gestion 2022 de son département ministériel. Et pour l'année 2022, le document affiche un montant de 26,3 milliards de francs CFA contre 25,4 milliards de francs CFA en 2021. Le journal Bénin Intelligent, lui, constate une hausse de 3,8% comparativement à celui de l'année dernière. La liste pour la journée de lundi a été complétée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, qui a défendu un projet de budget de 39,6 milliards de francs CFA, et le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, qui est venu avec un projet de 170 milliards de francs CFA. 5 autres ministres ont planché devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale 48 heures plus tard. Des ministres dont les photos font la une de Fraternité dans sa livraison de jeudi. Il s'agit de Aurélie Adam Soulé Zoumarou, en charge du numérique et de la digitalisation, Gaston Dossoui de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Aurélien Akpenonsi des affaires étrangères et de la coopération, Saliman Karimou des enseignements maternels et primaires et Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Concernant les chiffres, mon confrère constate que le plus gros budget défendu par ces derniers est celui du ministre des enseignements maternels et primaires. Au total, 130 milliards de francs CFA, précise de Fraternité, alors que le plus petit budget, un peu plus de 24 milliards de francs CFA, a été présenté par le ministre du numérique et de la digitalisation. Pendant ce temps, le journal L'Autre Vision annonce le programme d'action du gouvernement du second quinquennat de Patrice Talon. À en croire le journal, le document sera lancé en janvier 2022. Dans son contenu, poursuit mon confrère, le PAG2 comprend des projets phares et un dispositif de mise en œuvre et de suivi des réformes. Le gouvernement va poursuivre la construction des infrastructures routières et les investissements seront faits pour atteindre l'accès universel à l'eau potable d'ici 2023, ajoute la publication qui croit savoir que Patrice Talon a également comme priorité l'éducation avec des branches professionnelles, techniques et les formations d'excellence. Il est aussi question dans la presse cette semaine du blanchiment de capitaux et le journal Le Potentiel qui nous apprend que certains fonctionnaires béninois sont désormais des abonnés fidèles
aux paradis fiscaux avec des pratiques malicieuses de la finance offshore. À en croire le journal, tout est parti d'un rapport transmis au président de la République par le Centre national de traitement des informations financières, CENTIF. Dans ce rapport, plusieurs noms de citoyens béninois au service de l'État sont cités comme étant des acteurs clés d'affaires suspicieuses de blanchiment de capitaux illicitement empochés. La publication précise qu'au total, 87 fonctionnaires béninois dissimulent près de 120 milliards de francs CFA. Toujours dans l'actualité santé, avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, les journaux nous apprennent que le gouvernement lance 2 mois de campagne nationale accélérée. L'information a fait la 2 de 1 de l'autre quotidien dans sa parution de jeudi. 2 mois pour assurer l'offre vaccinale aux Béninois de 12 ans et plus, précise le quotidien La Cloche. Lutte contre le regain de la pandémie à Covid-19, le gouvernement en proactivité commente Libération. Le quotidien Matin Libre lui annonce un bras de fer gouvernement-syndicat au regard de cette décision. Sans avoir mis fin à la polémique née du scanner en panne au CNHU Hubert Koutoukou Magat Cotonou, informe mon confrère, le ministre de la Santé ouvre un autre front anti-pass vaccinal avec les syndicats. Du coup, Benjamin Mpati se retrouve entre 2 feux, écrit en gros titre Matin Libre. En face, le journal Bénin Intelligent semble participer à l'arbitrage. Mon confrère rapporte les propos d'un membre du gouvernement pour qui il n'a jamais été question de soumettre les élèves ou autres apprenants à une vaccination forcée. Parlant toujours de Covid-19, le quotidien Matin Libre se demande si le Bénin s'est véritablement conformé à la décision de l'UEMOA portant harmonisation du coût des tests Covid-19. S'il est quasiment impossible de répondre à l'affirmative, souligne le journal, le gouvernement béninois semble laisser planer davantage de doutes depuis l'annonce de la baisse du tarif des tests Covid-19 pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport international de Cotonou. De la santé à la sécurité, le journal Le Potentiel nous informe d'un nouvel exploit de la police républicaine. Au quartier Zongo, en plein cœur de Cotonou, renseigne la publication, 3 malfrats ont été neutralisés par les forces de l'ordre. Et c'est à l'issue d'une opération au cours de laquelle plusieurs motos ont été saisies, ajoute la publication. Pendant ce temps, le quotidien Le Matinal nous apprend qu'un notaire de renom vient de détourner le patrimoine successoral d'une famille. Et au total, 400 millions de francs CFA ont été escroqués et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, s'est déjà saisie du dossier. Du coup, ce notaire de renom dont l'identité n'est pas encore révélée est dans de beaux draps, pointe Le Matinal. Dans la suite, cette semaine, des flammes dans les locaux du groupe de presse Le Matinal. Et le quotidien qui donne son nom à ce groupe de presse nous renseigne que la radio Océan FM a consumé. Du coup, Océan FM ne met plus de signal depuis l'après-midi du mardi 16 novembre dernier, ajoute le journal Bénin Intelligent. Selon mon confrère, l'incendie a emporté tout l'équipement ou presque de la radio et il a fallu l'intervention des soldats du feu pour maîtriser les flammes. Un peu comme ici, il y a eu un cas d'incendie au marché international de Tantokpa en milieu de semaine, informent les journaux. Marché d'Antokpa, encore un incendie, s'exclame Le Potentiel. Secteur du commerce d'Antokpa, le théâtre d'un nouvel incendie, ajoute le quotidien La Cloche. Selon mes confrères, les causes du drame ne sont pas encore connues, mais il y a eu des dégâts matériels non négligeables. En sport, les journaux dans leur majorité ont consacré une bonne partie de leur contenu de la semaine au match République démocratique du Congo-Bénin, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de football. Pour le contentieux né de cette rencontre, le quotidien Fraternité nous informe que le verdict sera rendu le 23 novembre prochain. La Fédération internationale de football association a adressé cette semaine une réponse au Bénin pour sa réclamation. Le journal publie dans ses colonnes la réponse de l'instance fêtière du football mondial, tout comme la lettre de réclamation du Bénin. En attendant le verdict de la FIFA, le quotidien Le Matinal placade à sa de une un extrait des propos du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement par rapport à cette non-qualification du Bénin pour la phase des barrages de la Coupe du monde de football. Les enseignements seront tirés pour de nouveaux défis, a laissé entendre Wilfried Léandre Humbedji. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.
revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alassane. Merci beaucoup à vous et à dimanche prochain. Moment de décryptage de l'actualité nationale. Claude Alpha, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien, l'informateur. Merci d'être là. Alors, le gouvernement a lancé cette semaine la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19. C'est à travers une cérémonie présidée par le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Quelles sont vos appréciations par rapport à cette démarche du gouvernement? Je crois que c'est d'intérêt public et nous le savons tous. C'est une maladie qui a commencé par ravager le monde, pas le Bénin, mais le monde depuis pratiquement 2 ans déjà. Et il est de bon temps que des dispositions soient prises. Oui, ce n'est pas maintenant qu'on prend les dispositions. Le gouvernement le faisait depuis. Et quand on voit un peu ce qui se passe, le nombre de décès et autres de cette maladie, chez nous, c'est quand même beaucoup maîtrisé. Et donc, que le gouvernement aille toujours en avant-première pour pouvoir éviter des problèmes grandioses pour le pays, je trouve que c'est toujours une bonne chose. C'est toujours bien de savoir que nos gouvernants prennent le devant et qu'ils prennent des dispositions pour aider la population à pouvoir surmonter les difficultés comme celle-là. C'est vrai, à l'annonce de la campagne, il y a eu quelques grincements de dents, surtout quand on a parlé de l'installation des postes de vaccination dans les écoles. Il y a eu un peu de panique. Est-ce que vous en avez fait cas dans vos publications de la semaine? Oui, tout à fait. Mais en appelant en même temps les populations à de la retenue et à de la compréhension. Vous savez que vous l'avez eu, nous l'avons aussi, contre les vaccins contre la polio. On passe régulièrement et sans demander à quelqu'un, on demande aux enfants, ils passent et ils prennent. C'est un peu, nous sommes dans la même logique. C'est vrai que dans le cas de la COVID, il y a un peu de débat autour du vaccin, mais personne ne nous dit et ne nous convainc que c'est un vaccin qui va plutôt tuer la population plutôt que de les guérir. Quel que soit le débat qu'il y a autour, je crois qu'en Occident et partout, dès que les vaccins ont été mis à la disposition, on a senti quand même qu'il y a moins de décès. Et donc c'est un avantage que le Bénin, qui jusque-là arrive quand même à gérer cette maladie avec moins de décès, il est quand même intéressant que les populations comprennent l'action du gouvernement, la volonté du gouvernement de nous amener à ne pas nous retrouver en situation délicate. Disons-nous la vérité. Si le Bénin devait se retrouver dans une situation comme les États-Unis, avec les conditions que nous avons, je crois que ça aurait été un désastre. Et le gouvernement essaye quand même d'être en avant-poste pour de telles situations, en nous amenant à pouvoir nous vacciner. Alors, on se demande entre le vaccin et le mal, de quoi de quoi devons-nous avoir peur? Je crois que nous devons savoir choisir et éviter des débats inutiles parce que nous avons une certitude. On a parlé du vaccin. Vous savez, moi, j'étais un peu comme certains, j'avais peur. On m'a dit, dès que vous finissez, 3 jours après, vous avez des difficultés. Quand j'ai fini, les 3 jours sont passés, j'ai dit, bon, je suis encore vivant. Et 1 semaine après, 2 semaines après, et puis là, je suis en train de faire 1 mois sans avoir de difficultés. Je me dis, ben, finalement, on parle de quoi au juste? Il faut que nous puissions nous vacciner. Il faut que les enfants se vaccinent également. Et ceux qui ont accès au milieu public, vous comprenez, quand on va dans une mairie, par exemple, une commune, où c'est beaucoup de personnes qui viennent. C'est des étrangers, c'est des Béninois, c'est des gens qui viennent de partout. Il est important quand même que l'on puisse gérer d'une certaine manière, aider la population à ne pas tomber dans des travers. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas trop faire de débat autour de cette affaire-là. Il faut plutôt appeler chacun à aller se faire vacciner. Surtout que c'est gratuit. Tout à fait. C'est gratuit. Encore que c'est une question de santé publique, sur laquelle on entend moins les hommes politiques et même les acteurs de la société civile. On a l'impression que c'est juste l'affaire du gouvernement. Oui, il faut comprendre un peu. Dans cette situation, il n'y a pas de raison de venir dire c'est mauvais. Or, quand les hommes politiques ne peuvent pas donner une position qui est différente de celle du gouvernement, c'est souvent difficile pour eux de pouvoir se prononcer. Donc c'est normal qu'ils soient, mais ce n'est pas juste parce que c'est une question nationale. C'est le peuple qu'ils aspirent à diriger bientôt ou à un moment donné de l'histoire. C'est ce peuple-là qui est en difficulté. C'est eux-mêmes aussi, parce que la plupart se sont vaccinés, la plupart de ces hommes politiques. Il serait quand même bien qu'ils passent sur les chaînes votre disponibilité et la disponibilité de nous aussi à notre niveau pour qu'ils puissent dire oui.
il faut aller se faire vacciner, soutenir le gouvernement dans cette situation, soutenir l'OMS, parce que c'est une question de santé internationale également. Ce n'est pas seulement pour le Bénin, c'est partout. Très bien. Une autre actualité avec vous, Claude Alofa, c'est la défaite des écureuils du Bénin face aux léopards de la RDC. Alors, est-ce que les poulains de Michel Dussuet étaient en mesure de gagner ce match? Bon, heureusement que vous parlez de ce match, pas de la qualification pour la Coupe du Monde. Non, je crois que s'ils étaient en mesure, ils auraient gagné. Un match, vous voyez, ça ne se joue pas forcément sur le papier. Hein. Quand on suit le parcours des deux équipes dans cette poule, oui, c'était les deux qui étaient en mesure de se qualifier. Mais la RDC avait montré un peu plus de sérieux dans le travail, un peu plus de sérieux dans les rencontres. On a vu un peu plus. Bon, et là, on espérait. C'est vrai que jusqu'au match contre la Tanzanie, au retour au Bénin, on avait espéré que le Bénin se qualifie. Et donc, perdre cela et espérer maintenant se qualifier contre le deuxième meilleur de la poule, c'était pas donné. Et donc, nous avions croisé les doigts parce que nous espérons, nous voulons que le Bénin aille à la Coupe du Monde. Nous, chacun priait à son niveau. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Alors, ce n'est pas grave. Hein? On se retrouvera à une autre fois. Alors, si en temps, la CAF ne nous offre pas la grâce. Tout à fait. Encore que le Bénin a porté plainte au niveau de la FIFA, le verdict, ça doit être le mardi prochain. À quoi doit-on s'attendre? Bon, en tant que Béninois, voulant voir mon équipe à la Coupe du Monde, oui, je voudrais bien que la FIFA nous dise oui, le match sera rejoué. Non, bon, vous gagnez. C'est entre les deux, là, j'aurais voulu que nous puissions nous en tenir. Mais il ne faut pas oublier également que les autres veulent aussi aller à la CAN. Et donc, que la FIFA nous déclare qualifiés ou que le match doit être rejoué, bon, tant mieux. Mais si ce n'était pas le cas, je crois que ce n'est pas un problème. Hein. Je ne vois pas là-dedans, une histoire à tirer trop les oreilles, ni à la FIFA, ni à la CAF, ni à nous-mêmes. Nous espérons que les années à venir, nous irons mieux. Nous espérons que le fait que nous ayons c'est juste une affaire de remplacement de joueurs. Bon, est-ce que c'est... Bon, pour moi, hein, ce qui me concerne, hein, je crois que nous ne devions pas trop tenir à cela. Mais si la FIFA, selon les règles, disait que nous sommes qualifiés ou que nous devons rejouer le match, bravo, j'applaudirai. Très bien. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Oui. Mesdames et messieurs, voici maintenant Instant Femme et derrière, c'est l'artiste de la semaine qui s'installe. Je suis la patronne compétence coiffure. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pose les perruques, les frontales sans col. Je suis devant ma cliente. Aujourd'hui, on va te faire les tresses et laver. Après avoir brossé les cheveux, nous passerons au lavage. Madame, allez au lavage. Nous sommes de retour de laver les cheveux. Maintenant, on veut sécher avec nos matériels. Maintenant, on a fini pour sécher les cheveux. Dimina bla yonda, on a posé frontal miton sans col. On a posé. Je suis en train de finir les nattes pour pouvoir mettre mes frontales.
Il nous doit dire que le col no chunda, les posé frontal et no chou. À moi bedi, mi be recherche. Bon et ma so no chunda ba. Mi he produit lewa, bon mi no saro dame. Ouais ma bon no chumba. Ni mi coller frontal lo. Et que no ba 2 semaines. Ouais tu no de. Jiro bito e na zo, buena de. Après la pommade, on veut poser la perruque. Maintenant on a fini. Na et non baby hair non ya oude non ya oude. Na produit les misans baby hair miton et monodé. 2 semaines et non durée. Na ça colle ouais 2 semaines ouais non. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Elle est déjà installée sur ce plateau pour le dernier acte du grand format de ce dimanche. Koudi Fagbemi, on l'appelle, chanteuse, compositrice, guitariste, auteur et interprète. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Heureux de vous recevoir par ici. Plaisir partagé. Alors, comment se porte Koudi ce matin? Très bien, j'ai bien. Très bien. Ouais. D'accord. On va commencer par comprendre votre style musical particulier à vous, un peu de tradi jazz, du blues, du rock, ou le tout dans un rythme traditionnel. Comment arrivez-vous à faire tout ce mélange et sortir le beau que nous voyons? C'est déjà une question d'écoute, une question d'amour, de passion pour la culture, que ce soit la culture d'ici, d'ailleurs, et de travail aussi. Je bosse beaucoup. Je suis un peu trop perfectionniste, donc je bosse beaucoup pour obtenir le résultat dont j'ai besoin. Alors, le point de départ, c'était la chorégraphie, ensuite l'apprentissage de l'écriture de textes, la composition musicale. Aujourd'hui, talent confirmé. Comment peut-on résumer ce parcours administratif? C'est toujours sur la même ligne de recherche de perfection. Je ne me lasse pas à chercher où est-ce que je peux apprendre quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau pour apporter un plus à ce que je connais déjà. Et comme on ne finit jamais d'apprendre, d'ailleurs jusqu'à présent je continue toujours d'apprendre. Vous chantez en français, en anglais, en yoruba, en goun et parfois avec des rythmes donc, du nord du Bénin. Quelle est la philosophie que vous partagez souvent? Alors ma plus grande philosophie, c'est de comprendre que toutes les cultures sont liées. Que ce soit les langues, que ce soit nos traditions, on a un point commun. Et c'est ce point commun-là que je fais l'effort
de ressortir de temps en temps à travers tous ces mixes-là que je fais ressortir dans mes écrits, dans mes textes, dans mes chansons. Alors, Fumi Fagbemi Koudi, qu'est-ce qui caractérise la personnalité? Ok. C'est une chanteuse percussionniste qui adore l'aventure musicale, qui se bat pour atteindre ses objectifs et qui voudrait faire comprendre au monde que la musique ou l'art en général a une place très très importante dans la vie de l'être humain. Alors, d'aucuns voient le groupe Teriba à travers vos chansons. Est-ce que vous avez des points communs? Alors, peut-être la calebasse, parce que moi je joue de la calebasse à Cori. Elle joue aussi de la calebasse. Ce sont des grandes sœurs que j'adore, que j'admire énormément, que je respecte aussi, à qui je fais un coucou au passage. Et peut-être aussi dans le style musical, seulement que moi je complète d'autres instruments à ce que je fais, et ce qui fait qu'il y a quand même un peu de différence. Mais le point commun dont je peux parler, c'est la basse traditionnelle. Voilà, le Yoruba, qui est ma langue, que je développe plus. D'accord. On va parler maintenant de votre actualité. Vous avez participé à la résidence artistique à Marseille. Parlez-nous très rapidement de ce projet. Alors, ce projet a démarré avec Africonsult, qui est une structure de booking à Paris. On a commencé ce projet-là sur le Massa, le dernier Massa en 2019. Et je crois, en 2019. Et c'était parti pour 5 chanteuses de l'Afrique. Il y avait Tiranda Côte d'Ivoire, Mati Bey qui est chanteuse tchadienne, Fanny Fayard qui est chanteuse congolaise, Mounaya qui est chanteuse sénégalaise et moi qui représentais le Bénin. Et on a eu à travailler sur des chansons. On a fait la première restitution sur le Massa. Et là, le projet a eu une suite et cette suite-là nous a permis de nous retrouver à Marseille et de travailler avec un démembrement du groupe de Radio Babel, qui est Marseillando, avec qui on a eu à écrire d'autres types de chansons. Un projet qui m'a d'ailleurs poussé à chanter en portugais, en espagnol, et à travailler aussi sur mes propres chansons, mais vues sous d'autres angles. Et on a aussi travaillé avec une merveilleuse chanteuse sud-africaine, Bongi, avec qui j'ai eu à travailler personnellement, et aussi les Dames de la Joliette de Marseille. Voilà. L'expérience a été bonne, sans doute. Oui, l'expérience a été très bonne parce que d'abord, cette résidence nous a permis d'avoir un enregistrement pour l'émission Diwan, qui sera diffusée à partir de janvier sur les télévisions marseillaises, et aussi nous a permis de taper à d'autres portes par rapport au festival à venir, aux événements à venir. Voilà. Le mercredi 24 novembre prochain, vous lancez un nouveau single ici à Cotonou sans doute. Parlez-nous-en rapidement. Alors, le titre de la chanson du single, c'est Doué, qui veut dire danser. Et c'est le 4e single de mon 3e album à venir. Parce que par le passé, j'ai sorti Yeyon Jarabi, j'ai sorti Il est route, j'ai sorti Born to Win. Et là, Doué, c'est le 4e titre à venir. Et c'est un titre qui me permet quand même de rendre grâce après cette période qu'on a traversée, d'être là et de toujours garder espoir, de continuer de travailler, de savoir, de me convaincre chaque jour que le bout du tunnel n'est plus loin. Et je crois que c'est une chanson dont nous avons tous besoin parce que ça nous permet quand même de comprendre qu'il n'est jamais trop tard et que chaque fois qu'on a un objectif à atteindre, on n'a pas le droit de baisser les bras. Il suffit juste de savoir faire confiance à qui de droit. Alors ça va se passer où?
Alors ce sera une chanson qui sera lancée sur les médias, sur les réseaux. Ce sera en version audio et vidéo. Et ce sera une chanson qu'on pourrait trouver sur toutes mes plateformes de Believe Distribution, Africa Play, et voilà. Alors avant de vous laisser partir, vos fans, sans doute qui nous suivent, veulent vous entendre autrement. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Ah ouais. Zeilo ezombo damaro tache odeti edwali kwa zeilo ezombo wiwaro tanumie deti edwali to no zeilo yonule kweto ye no kamaton vivo mamo we zeilo no hame we zeilo mereke o mene no ake bo mamo we zon lele don ochi ovinye we zombo deti zeilo. Merci. Voilà, c'était Koudi Fagbemi en direct sur le plateau du grand format de Canal 3 à Bénin. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 21 novembre 2021. Merci à vous qui nous suivez depuis Avrancourt. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Odeti edwali pa zeilo wesombo wimando talumie zeilo 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 weson ya chichi zeilo 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 weson lelemi zeilo wesombo damado tache odeti edwali pa zeilo wesombo wimando talumie Beti edwali to no zeilo yonule kweto ye no kiamaton Ivo mamone